Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Frontières pour ce documentaire. Alors tout d'abord, comment et pourquoi êtes-vous devenu magistrat rapidement? Rapidement, d'abord, je ne voulais pas l'être à l'origine. Je rêvais d'être écrivain, peut-être même professeur, mais professeur, je l'ai éliminé rapidement. J'ai fait une licence de lettres classiques. J'ai malheureusement échoué à Normal Sup lettres, Ulm, et il fallait que je choisisse un métier. Et comme j'avais l'habitude devant ma mère de défendre les gens qui étaient attaqués, elle m'a dit « Mais Philippe, il faudrait que tu deviennes avocat ». Et en réalité, j'ai réussi presque par miracle le concours de la magistrature, puisque j'ai failli être éliminé pour le droit civil, mais j'ai pu franchir l'écrit grâce à la culture générale et à l'anglais, et les oraux, je les ai réussis. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu magistrat. Et cette profession que j'avais choisie, en quelque sorte, parce qu'il m'en fallait une, est devenue une véritable passion. Et je n'ai cessé de la vivre comme une passion. Et j'ai beaucoup regretté, après l'avoir quittée, de voir que beaucoup de magistrats ne la vivaient presque comme un pinceau, une corvée, se plaignaient, gémissaient et rarement affirmaient l'orgueil d'exercer ce grand métier. Quel est le rôle, l'importance du juge dans une société, de la justice, et donc du juge, celui qui dit la loi, vous diriez? Je pense que le rôle du juge, c'est fondamentalement... il y avait une très belle définition de Maigret par Simon. Il disait Maigret voulait raccommoder les destinées humaines. Je dirais que le rôle du juge, c'est de pacifier une société. Pardon, il y a des banalités, d'introduire le droit pour faire échapper à la violence, pour stabiliser, pour civiliser, pour trancher les litiges, résoudre les conflits et tenter d'apporter dans un monde trop souvent brutal, aussi bien dans les relations personnelles que dans les relations, je dirais, globales, quelque chose qui ressemble peut-être à quelque chose qui serait le moins de mal possible. Donc vous faites votre droit, vous allez à l'École nationale de la magistrature. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelle année c'était et quelle était l'ambiance dans cette école? À l'époque, ça s'appelait le Centre national d'études judiciaires. C'était à Bordeaux. Et d'emblée, je me suis senti, comment vous dire, décalé, déphasé. D'abord parce que je ne raffolais pas du droit, et ça n'est pas du tout pour faire de la provocation que je le dis. J'ai eu la chance, dans toutes mes fonctions, de pouvoir me servir plus de la culture générale que du droit pour assumer le moins mal possible les fonctions que j'avais. Bordeaux, pour moi, c'est un endroit, un lieu où je me suis senti d'emblée un sentiment qui ne m'a jamais quitté dans la magistrature. D'être à la fois, comment dirais-je, bien sûr, dans cette peau judiciaire, mais en même temps décalé, déphasé, solitaire, cultivant peut-être trop bien l'art de déplaire, trop singulier. Déplaisiez à qui? Pardon? Déplaisiez à qui? Peut-être aux auditeurs, en tout cas à la hiérarchie. Je me sentais, comment dirais-je, trop épris du singulier et trop peu doué pour le collectif. Ça ne m'a jamais quitté dans la vie. Alors je ne dis pas que je n'ai connu que de mauvais souvenirs. J'ai rencontré à l'école la mère de mes 6 enfants dont j'ai divorcé par la suite, vous voyez, mais
c'était une vie par moments de collégien. On était dans l'école, quoi. Plus rien n'était à conquérir, sinon peut-être un classement de sortie. Mais ça n'était pas fondamental. Donc je me suis senti à la fois bien, mais dissident. Peut-être suis-je aussi un être qui est consubstantiellement dans un état de malaise intellectuel, ou vous voyez, presque social. Je fuis en réalité le nombre et le quantitatif. Et j'ai toujours attaché un prix énorme à la force et à la liberté du singulier. Est-ce que dans cette école, il y a un biais idéologique dans l'enseignement ? À l'époque, je ne le sentais pas. Disons que probablement les forces syndicales n'étaient pas à la hauteur, pour le pire, de ce qu'elles sont devenues après. Et puis, comment dire, je ne percevais pas les dangers extérieurs dans la mesure où je m'imaginais, j'espère souvent à raison, capable de surmonter les défis et les dangers qui pourraient advenir devant moi. Comment vous décriveriez l'institution judiciaire à cette époque ? Est-ce qu'elle était, elle était encore ce qu'on décrit beaucoup de juges à l'époque, défenseuse à un ordre bourgeois ? Est-ce qu'elle représentait la France du général de Gaulle et est-ce qu'elle elle avait cette rigidité qu'on a pu lui reprocher et qu'il fallait qu'elle suive un peu la révolution des mœurs de 68 ? Je ne crois pas. En fait, le souvenir que j'en ai, c'était tout de même une magistrature moins perturbatrice, moins déstabilisante, plus accordée à une société dont les valeurs et les principes n'étaient pas intangibles à l'époque, bien sûr, mais le socle était plus ferme, plus sûr, j'allais dire plus conservateur. Et donc, certes, il y avait des résistances de la part de la jeunesse judiciaire. Moi-même, comme auditeur, j'ai pu parfois penser contre le pouvoir en place, qu'il soit de gauche ou de droite, mais ça n'était pas la même effervescence discutable et parfois transgressive qu'aujourd'hui. Je n'avais pas le sentiment d'élèves magistrats qui étaient si peu conscients de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Je n'avais pas le sentiment qu'on entrait dans la magistrature pour la subvertir. Alors que parfois, j'ai ce sentiment avec le syndicat de la magistrature qui, aujourd'hui et depuis longtemps, se sert de la justice plus qu'il ne la sert. Et avec même l'autre grand magistrat, syndicat de magistrats, l'USM, dont je regrette objectivement qu'il soit trop proche du syndicat de la magistrature. C'était une société, c'était une magistrature, c'était des élèves magistrats qui, encore une fois, n'avaient pas poussé aussi loin le progressisme discutable, voire l'idéologie politique. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire à cette époque ce que ces magistrats plus militants, plus idéologues, quels étaient les principes qu'ils voulaient remettre en question parmi les grands principes de la justice ? Prison, la détention. Voilà, au sein du syndicat de la magistrature, c'était déjà à l'époque la même mise en cause de l'univers judiciaire, au point qu'on se demandait, que je me demandais, pourquoi ils y étaient venus. Je veux dire, on n'est jamais magistrat par hasard. Même moi, qui l'ai choisi dans les conditions que j'ai dites, je savais que j'allais y trouver une aspiration à l'ordre, à la cohérence, à la stabilité intellectuelle, à la volonté de consoler les victimes, de les aider, de châtier les coupables. Je savais que j'allais trouver un certain nombre de données, de vertus et de concepts qui étaient très directement reliés au métier qu'on avait choisi. Le syndicat de la magistrature pouvait donner déjà l'impression à l'époque, et encore plus par la suite, qu'il daignait
tout ce sur quoi une magistrature cohérente et équitable devait se construire. Et ben, on a des auteurs comme Hervé Lehmann, comme Georges Fenech, qui étaient eux-mêmes d'anciens juges, qui pointent cette harangue de Boudot, qui reprend un peu, c'est un peu ce que vous disiez, c'est que cette incitation à ce que la justice devienne une assistante sociale, prenez parti pour le patron, pour l'ouvrier contre le patron, la femme contre son mari. Ça allait jusqu'où, ces revendications ? Je ne voudrais pas tomber dans le reproche que j'ai fait parfois à Éric Zemmour. La harangue de Boudot, je la connais, elle date de 1968. Et donc... Quelle a eu cette importance ? Non, mais on en a beaucoup parlé parce qu'elle révélait, jusqu'à la provocation, une sorte de paroxysme intellectuel et idéologique qui renversait complètement les codes normaux et équitables de la magistrature. Autrement dit, ça revenait à donner droit de cité et de justice aux minorités parce qu'elles étaient les minorités, et aux plus faibles, prétendument, parce qu'il était le plus faible. Malheureusement, la harangue de Boudot est devenue chez certains, et encore aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui, une sorte d'idéologie intime et secrète qui peut profondément perturber l'équité judiciaire. C'est-à-dire, elle consiste, par exemple, voyez, au lieu de juger un policier, un patron, parce qu'ils ont commis des fautes ou des délits, à juger, à incriminer l'institution policière, l'institution qu'elle patronat. C'est, autrement dit, stigmatiser le global au lieu de ne s'en prendre qu'au particulier, ce qui est la base même d'une justice équitable. À partir du moment où on globalise, on ne peut plus espérer être un juge équitable, ni même un procureur honnête. Et ben c'est ce qu'on retrouve souvent dans le discours militant des constructivistes ou intersectionnels, c'est qu'en fait les individus sont face à des systèmes. Et ça, vous, le problème, c'est ce système, cette systémisation des enjeux ? Alors moi, encore une fois, et je crains de beaucoup me répéter dans notre entretien, j'ai toujours mis en avant, avec peut-être trop de certitude, la force puissante de la liberté individuelle. Vous me posez des questions très pertinentes, mais en réalité, je ne me suis jamais, dans la vie quotidienne, dans ma vie judiciaire, je ne me suis jamais posé ces débats conceptuels. Je me suis contenté, c'est déjà énorme, dans les justices de luxe que j'ai eu à appréhender, à être le magistrat le plus libre possible, quitte parfois à frôler, bien plus tard, des sanctions disciplinaires et à n'être pas apprécié parce que je n'aimais pas trop la grande famille judiciaire. Je ne comptais que sur moi-même pour tenter d'offrir aux citoyens le meilleur visage possible de la justice que je pratiquais. Le général de Gaulle, certains lui reprochent d'avoir fait payer à la magistrature le fait qu'elle ait prêté serment pour sa majorité au maréchal Pétain, et qu'une fois le retour de Gaulle, elle est rentrée dans le rang. Et du coup, le général de Gaulle aurait minimisé l'importance de cette institution. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la justice est restée un ministère, pour le ministère de la Justice, est resté un pouvoir de second ordre qui ne devrait pas avoir l'importance qu'il devrait avoir ? Alors évidemment, elle a été un pouvoir. La Constitution de la Ve République la qualifie d'autorité. Le général de Gaulle ne révérait pas l'institution judiciaire, mais peut-être pas par un mépris à cause de sa médiocrité à cette institution, mais tout simplement parce qu'il portait au plus haut l'État duquel tout devait émaner. Et non,
moi, vous voyez, je trouve que ce genre de débat, mais votre question est justifiée, relève du sexe des anges. Pour ma part, je n'ai jamais aimé les discussions théoriques sur sommes-nous un pouvoir, est-ce que nous sommes une autorité, tout ce qui en réalité devait nous advenir dans la pratique judiciaire, c'était de démontrer qu'en réalité nous comptions dans l'espace démocratique. J'ai souvent été frappé par le fait que les magistrats préféraient ratiociner sur le pouvoir, l'autorité judiciaire, sur la puissance, les prérogatives que théoriquement on devait leur donner, au lieu de les exercer pratiquement, de montrer qu'ils étaient véritablement dans leur pratique un pouvoir. Ça m'a toujours exaspéré dans la magistrature, comme si, de la même manière qu'un avocat s'imagine qu'il est brillant parce que le barreau, par définition, le ferait, eh bien, la magistrature, je n'ai jamais aimé cette manière dont elle voulait être respectée, en quelque sorte, par principe, par révérence, sans jamais démontrer pourquoi elle devait l'être et pourquoi le citoyen devait, en réalité, suivre ce que la magistrature lui dictait. Je pense que, profondément, le lien avec le citoyen de la part de la magistrature a été tellement abîmé qu'on mettra des années pour le restaurer. Ah bah on reviendra sur cette question parce qu'elle est au cœur de notre documentaire. Dans l'histoire récente, la justice va évoluer, elle va connaître des réformes. Vous diriez que quel est l'épisode politique qui a vraiment le plus profondément marqué la justice ces dernières années? Est-ce que c'est sous Mitterrand et Badinter qui a modifié le code pénal, qui a aboli la peine de mort? Qu'est-ce qui a le plus bouleversé la justice? Ou bien justement, est-ce que la justice n'a pas été assez réformée? Certains me disent qu'elle est restée une institution du Moyen-Âge. On a eu très peu de grands gardes des Sceaux, il faut l'admettre, c'est mon point de vue. Mais peut-être ce qui a changé, c'est peu à peu, je vois deux traits qui me semblent importants. C'est que la justice a été profondément dégradée par le fait que même lorsque la droite était au pouvoir, en dehors parfois de miracles opérés par Nicolas Sarkozy en 2007, elle demeurait très profondément gangrenée par des idées, des concepts de gauche. Je pense par exemple à la vie pénitentiaire, à l'approche des prisons, au nombre de banalités et de poncifs que la droite ressasse. Je parle de la droite puisqu'il faut adjecter l'adjectif républicaine, bien sûr. Eh bien, ça, c'est fondamental. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il y ait une vision de la justice qu'on puisse dire exclusivement rattachée à une vision de droite républicaine clairement identifiable. Deuxième élément, il me semble qu'au fil des années, le pouvoir politique de droite ou de gauche a pris de moins en moins d'importance sur la magistrature. C'est peut-être un paradoxe, mais je crois que les citoyens se trompent lorsqu'ils pensent que la justice est de plus en plus soumise au pouvoir politique. Le pouvoir politique est de moins en moins présent. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais de droite ou de gauche, par rapport à un pouvoir politique que j'ai connu avec des personnalités judiciaires et ministérielles qui savaient peser sur la magistrature, aujourd'hui, les pouvoirs politiques n'ont plus la même importance. Gérald Darmanin, de mon point de vue, est un très bon garde des Sceaux parce qu'il applique à la chancellerie le même mode d'activité que lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, mais on ne peut pas dire que les gardes des Sceaux, aujourd'hui, pèsent sur la magistrature comme ils faisaient à mon époque. Ouais, est-ce que vous pouvez décrire à cette époque le poids qu'ils avaient?
C'est-à-dire qu'en réalité, la liberté du magistrat était très largement réduite. Lorsque j'écris, par exemple, un jour dans Libération, un article pour dénoncer la loi sécurité et liberté proposée par Alain Peyrefitte, eh bien, alors que je la trouvais bonne, ce que je dénonçais, c'était le fait qu'elle avait été élaborée à l'insu des magistrats et qu'on voulait la leur imposer. Eh bien, j'ai été maintenu officieusement 1 an de plus à Bobigny, alors que je devais en partir pour aller à Paris. La hiérarchie pesait plus, était plus ferme, parfois plus sauvage par certains côtés, et le pouvoir politique avait moins peur de son ombre. Non pas que je souhaite que la magistrature soit réduite, comprenez bien, mais je crois que paradoxalement, la manière dont la magistrature devait résister à un pouvoir politique parfois très pugnace lui donnait à elle aussi une assise, une densité, une identité qu'elle n'a plus aujourd'hui. Ah oui, vous voulez dire que maintenant que la justice est indépendante mais et subit moins de pression, elle s'est accoquinée ou elle s'est... En quelque sorte, elle est. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'elle... imaginons que je sois jeune étudiant aujourd'hui, quand j'écoute la hiérarchie judiciaire, aujourd'hui, la manière très prosaïque dont elle parle de ce magnifique métier, j'ai tout sauf envie de devenir magistrat. Alors que c'est un superbe métier, que je trouve beaucoup plus considérable que celui d'avocat pour lequel j'ai également une dilection, mais ça n'est pas la même chose. Là où le magistrat sert le général, l'avocat sert le particulier. Et une cause choisit l'avocat et il défend n'importe laquelle, tandis que le magistrat, c'est votre sujet, défend profondément l'intérêt général. Vous parlez de la loi sécurité et liberté. Elle a suscité énormément de débats et le syndicat de la magistrature, une certaine gauche judiciaire s'était mobilisé contre lui. Est-ce que c'était seulement parce qu'elle a été faite sans être concertée ou encore une fois c'était une influence politique, alors même que la société avait besoin aussi de réviser certaines procédures parce que l'insécurité était grandissante? Mais la loi sécurité et liberté était une loi remarquable parce que, par exemple, elle permettait de juger même des faits anciens dès lors qu'ils étaient incontestables. Imaginez le progrès qu'elle apporterait aujourd'hui. Mais lorsque vous dites que la société en avait besoin, malgré vous êtes intelligemment naïf parce qu'en réalité, les peines planchées ont été supprimées alors qu'elles étaient fondamentales pour la société dans son état actuel. Et je ne suis pas sûr qu'elles soient jamais rétablies puisqu'on aura toujours, à moins d'un changement radical, un Conseil constitutionnel qui visera à réduire leur efficacité. Je crois, malheureusement, comment dire, je pense que, à tort ou à raison, la droite et la gauche se sont appropriés une partie de l'univers judiciaire mais n'ont jamais considéré que la politique judiciaire imposait une plénitude. Au fond, ce dont je rêve, et j'ai cherché à le transmettre depuis que je tente de réfléchir en parlant ou en écrivant sur la justice, qui nous manque profondément, c'est une plénitude qui relèverait d'un humanisme efficace et vigoureux. Je crois profondément que la division de la pensée judiciaire en vision de droite et en vision de gauche, non pas que la seconde, comment dirais-je, non pas que la seconde puisse soutenir une seconde la comparaison avec une vision de droite qui accepte au moins de considérer le réel, eh bien, c'est une catastrophe de vivre ça de manière
distinctes. Il faut véritablement une politique judiciaire qui, comme je l'ai dit à l'instant, rassemble l'humanisme véritable, non pas abstrait, et l'efficacité de l'action et de la sauvegarde sociale et éventuellement des individus. C'est-à-dire l'état de droit, mais aussi, pas la raison d'État, mais la défense de... Et un état de droit qu'il faut à tout prix renouveler, réformer. L'état de droit, j'en ai par-dessus la tête, qu'on l'invoque comme un sort de mantra. D'ailleurs, sans jamais vraiment d'en définir les contours. On en a quelques-uns, mais l'état de droit actuel, il doit absolument s'adapter à la réalité qu'on subit, et on pourrait considérer qu'il y a un socle fondamental, inaltérable. Par exemple, on ne juge pas les fous, ou bien on ne juge pas deux fois un individu pour la même affaire. Une affaire doit avoir des délais raisonnables. Cela, ce sont des banalités procédurales qu'il est essentiel de respecter parce que sans elles, on n'aurait même plus de démocratie. Mais à partir du moment où on respecte ce socle, on peut tout à fait adapter le reste de l'état de droit à la situation actuelle et surtout accepter l'idée que l'état de droit, il n'est pas seulement destiné aux soupçonnés et aux mises en cause, aux transgresseurs, mais qu'on pourrait tenter une expérience qui ferait de l'état de droit un outil fondamental pour la multitude des honnêtes gens. Oui, parce qu'on a le sentiment que l'état de droit est souvent une justification à un certain laxisme. Est-ce que l'arrivée de procédures comme la question prioritaire de constitutionnalité, que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme s'appliquent et s'imposent à des décisions nationales, c'est pas une dérive de... Moi, je ne suis pas... alors, je sais que par progressisme, il faudrait être fanatique de la Cour européenne des droits de l'homme, mais je ne le suis pas, non pas que je sois un spécialiste de tout ça, parce que là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'enfermais dans mon syndrome franco-français. Certes, il arrive que par simple intelligence, on retrouve des données incontestables diffusées par la Cour européenne des droits de l'homme, mais la Cour européenne des droits de l'homme m'est souvent apparue, comme d'ailleurs un esprit européen dévoyé parfois, comme une manière de conseiller aux nations de subir sans se plaindre les maux dont elles étaient victimes. Autrement dit, la Cour européenne des droits de l'homme diffuse avec merveille et somptuosité des principes abstraits, mais elle oublie que ce sont les peuples qui les payent. Et donc, en ce sens-là, je ne suis pas un épris inconditionnel des structures européennes et des hommages abstraits, vous voyez. Oui, tout à l'heure, vous disiez sur la loi sécurité et liberté qu'elle était venue apporter la nouveauté dans le droit. Est-ce qu'elle répondait à l'actualité de la société ? Non, je ne crois pas. Le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, qui était un homme extrêmement intelligent, mais pas très sympathique, à mon avis, a élaboré cela parce qu'il s'est passionnément intéressé à la justice, parce qu'il était intelligent et qu'il avait une grande culture générale. Et il a écrit un très bon livre, d'ailleurs, après avoir quitté la chancellerie. Mais il sentait que c'était une loi qui était nécessaire, quelque chose qui à la fois simplifiait l'appareil judiciaire, l'institution judiciaire, et les rendait plus efficaces. C'était le type même de pensée politique qui précède, j'allais dire, le sentiment populaire ou lui montre la voie. Et peut-être que d'ailleurs le peuple approuvait cette loi ensuite. Mais en tout cas, il n'est pas nécessaire, comment dirais-je, pour faire une bonne loi, de suivre aveuglément le sentiment populaire. Il arrive qu'on
on est à le précéder, tout simplement. Et alors, suivre le bon sens populaire, justement, François Mitterrand, alors que les Français sont toujours favorables à la peine de mort, il décide d'aller à l'encontre de la Vox Populi, entre guillemets. La peine de mort est abolie. Elle n'a pas été remplacée par une vraie peine à perpétuité, même si à côté incompressible, elle est rare. Est-ce que justement, est-ce que ça a fragilisé, est-ce que c'était le début d'une fragilisation de l'édifice pénal du principe judiciaire de sûreté de la peine, dans le sens où on est sûr qu'il y a une peine? Ce qui fragilise l'exécution de la peine est le grand fiasco actuel. Encore, je continue à le penser. Ce qui fragilise l'édifice pénal, je dirais que ça n'est même pas l'abolition de la peine de mort. Moi, j'étais philosophiquement et judiciairement contre la peine de mort et je ne l'aurais jamais requise, même si je m'étais trouvé dans une affaire où elle aurait été plausible, vous voyez, pénalement. Mais ce qui détruit l'exécution des peines en France, c'est qu'elles sont édictées sans qu'on ait la certitude de les voir appliquées. Je veux dire que ce soit 1 mois avec sursis ou qu'il y ait autre chose, à partir du moment où l'immense éventail des peines peut être édicté, mais où on a la certitude qu'il ne sera pas exécuté dans toute sa rigueur et dans toute sa plénitude, ça, c'est le ver dans le fruit. Et il est fondamental. Je ne parle... l'exécution des peines, c'est, je dirais, la première étape pour redonner une validité, une légitimité fondamentale à la justice pénale. Que penser un citoyen devant l'inexécution partielle des peines, devant l'ensemble de poncifs qui est développé, et notamment celui qui voudrait qu'une peine exécutée intégralement serait offensante pour l'humain et pour celui qui s'est vu condamné à cela. Je crois que c'est absolument l'inverse. Tant qu'on n'aura pas mis en place une exécution des peines fiable, efficace, performante, assurant l'adhésion du citoyen et sauvegardant la société de ce fait même, eh bien, on peut continuer à penser que malheureusement, l'institution judiciaire, sur ce plan et comme sur d'autres, sera victime d'une grave suspicion. Et c'est le problème du juge d'application des peines en France, c'est qu'on a rajouté un filtre, un deuxième juge de la peine. Si j'osais, c'est une provocation, il y a 2 juges que, au fond, j'accepterais symboliquement de supprimer. Le juge des enfants et le juge de l'application des peines. Alors, bien sûr, ça ne se produira jamais. Mais j'en ai assez de ces tartes à la crème qui font que, à peine a-t-on édicté une peine, à peine, immédiatement, on a envie de la réduire, de la simplifier, de la rendre plus confortable, d'oublier que les victimes, lorsqu'elles sont vivantes, vont vivre peut-être toute leur vie avec ce qu'elles ont subi, tandis qu'on n'a pas d'autre obsession dans notre monde que de rendre confortable la condamnation qui vient d'être édictée à l'encontre d'un prévenu ou d'un accusé, à tel point d'ailleurs que la justice pénale perd toute légitimité. Lorsque vous avez un tribunal correctionnel qui édicte une peine en dessous d'un certain niveau et que, au sortir de l'audience, on peut immédiatement substituer à cette peine une peine alternative, c'est décrédibiliser le juge, c'est rendre ridicule la collégialité, c'est intimider, c'est désavouer d'une certaine manière le droit,
c'est faire tout l'inverse de ce qu'il faudrait accomplir. Pour revenir à la période Mitterrand, comment vous avez vécu, parce que vous êtes attaché au principe du droit et de la conception d'une justice, une conception classique plutôt de la justice, comment vous avez vécu en 81, quand Mitterrand effectue une grâce présidentielle massive? Le message est terrible. Absolument, moi je ne suis qu'on ait des grâces très ciblées, pourquoi pas, mais il faut bien voir que 81, certes, il est de bon ton de vanter Robert Badinter. Moi, je n'ai jamais été un fanatique de Robert Badinter qui longtemps a oscillé entre, j'allais dire, la grande conscience et le sénateur socialiste. Alors, mais je veux dire, et puis Robert Badinter a d'abord été quelqu'un qui s'est contenté de faire une politique pénale d'abolition, d'effacement. Alors il y avait probablement des choses qu'il convenait d'éradiquer, et encore je n'en suis pas sûr, mais d'abord ça a été ça. Ensuite, évidemment, j'avais plus de... En tant que ministère public, j'étais plus intellectuellement comblé lorsque je savais que mon garde des Sceaux était Robert Badinter, dont on peut tout dire sauf qu'il n'était pas intelligent, plutôt que d'être dirigé par Christiane Taubira ou que sais-je encore. Vous voyez, bon, je veux mettre de la nuance, mais n'empêche que je n'ai jamais été épris par la politique pénale de Robert Badinter seulement par le fait qu'il avait aboli la peine de mort, ce qu'on doit d'abord, me semble-t-il, à François Mitterrand. On va parler encore un peu du syndicat de la magistrature, parce que ça va nous conduire à l'affaire du mur des cons, parce que vous y avez été épinglé. Oui, vous avez... c'est honneur. Vous avez écrit un livre dessus. Donc, lors du premier mandat de François Mitterrand et de la nomination de Robert Badinter au ministère de la Justice, le syndicat des membres du syndicat de la magistrature arrivent nombreux dans ce ministère et même dans d'autres ministères. Est-ce que vous pouvez décrire l'influence qu'ils ont pu avoir à ce moment-là ? Ah ben déjà, évidemment, ils ont bénéficié d'un état de grâce, puisque l'arrivée, vous l'avez dit, de François Mitterrand et de Robert Badinter a entraîné, je dirais, ça n'est pas véritablement le spoil system, mais ça y ressemble un petit peu. On a vu le retour d'un syndicalisme et d'une idéologie qui ne se cachait pas de vouloir politiser la justice au nom de la gauche et pour favoriser les classes défavorisées qui, malheureusement, étaient à traite devant les juridictions. Je caricature, mais c'était un peu cela. On a pu mettre en place, évidemment, une conception très idéologique de la justice, là où le général dominait le particulier, où le pluriel étouffait le singulier, et où, en définitive, je force le trait, j'en ai conscience, où le prévenu ou l'accusé, le transgresseur en général, n'était pas vraiment coupable, puisque, conformément à un mantra de gauche, quand il y a un coupable, avant lui, c'est la société qui l'est. Et donc, en réalité, on a eu une vision idéologique où la part de responsabilité individuelle se réduisait considérablement, mais la responsabilité sociale, la société mauvaise, le capitalisme, les forces économiques prenaient le pas sur l'examen lucide et pertinent de la transgression personnelle. Oui, et c'est un système de pensée qui vient finalement contester la légitimité de la justice, et parce qu'elle intervient a posteriori quand l'individu est déjà corrompu par la société. Donc finalement, ça a beaucoup ébranlé Est-ce que les juges eux-mêmes se sont sentis finalement coupables d'utiliser du grand pouvoir qu'ils ont quand même J'espère que non, mais vous savez, ça,
je dénie de la même manière la validité d'une politique pénale de droite qui viendrait de manière abrupte et péremptoire à poser sa grille sur une réalité complexe. Tout ce qui est idéologie et qui vient évidemment gangrener l'infinie nuance et complexité du réel et des responsabilités est une catastrophe. Alors bien sûr, on a eu plus tard la déflagration du mur des cons, mais tout ce qui fait échapper le juge à l'appréhension du singulier, à l'obligation de la nuance, à la délicatesse du droit, à la finesse de l'analyse, c'est un scandale. Et on ne peut y échapper que lorsque, paradoxalement, on a à la fois une culture juridique, une intelligence et une sensibilité. Et qu'on ne veut pas raisonner par grande masse, mais par, j'allais dire, richesse et perception individuelle. C'est une question vraiment que je me doute pas de la réponse, mais est-ce que dans l'histoire, quand on nomme des magistrats qui sont des avocats, comme Badinter, Dupond-Moretti, et qu'on nomme des magistrats qui sont peut-être des juges, s'il y a peut-être dans l'histoire, je ne sais même pas, ou qui sont des... Est-ce qu'il y a une différence ? Absolument. Déjà, on a pris l'habitude de nommer parfois des avocats garde des Sceaux, mais on n'est jamais tombé dans le cataclysme de la nomination d'un Dupond-Moretti, très grand avocat d'assises, mais qui détestait la magistrature, et comme Emmanuel Macron, peut-être conseillé par sa femme, a le goût de la provocation, il a réussi le paradoxe inouï de nommer comme responsable d'un monde judiciaire un être qui, comme avocat, le détestait. Et évidemment, je ne ferai pas les mêmes observations pour les autres avocats. Badinter, on peut le discuter, mais il était plus logique, professeur de droit, alors que Dupond-Moretti, c'est vraiment une provocation présidentielle qui a abouti aux pires effets. Alors, de l'autre côté, on a eu un exemple qui n'a pas été bon, Pierre Arpaillange nommé garde des Sceaux. Alors, évidemment, ça n'a pas été une réussite non plus, vous voyez. On m'a peut-être demandé 200 fois dans ma vie intellectuelle et judiciaire si je voulais être garde des Sceaux. Eh bien, je répondais franchement à une question absurde. Je savais que je ne le serais jamais, mais j'aurais adoré l'être. Évidemment, quoi de plus important lorsqu'on veut changer un monde que d'être en charge, peut-être au niveau le plus important de la possibilité du changement. La gauche et la gauche judiciaire prend en fait et cause pour Cesare Battisti en empêchant c'est la doctrine de François Mitterrand de non-extradition. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose là-dedans de révoltant ? Ah si, absolument. Mais d'ailleurs, je l'ai écrit, je l'ai dit. Battisti, ça a été une de mes indignations les plus vives. Et heureusement, à un moment donné, la vérité s'est fait jour. Et notamment lorsque on a appris, évidemment, que Battisti lui-même a menti et que on aboutit à ce paradoxe saumâtre que celle qu'il a défendue contre toute évidence, celle qui écrit des romans policiers par ailleurs, est venue dire qu'elle continuait à croire à l'innocence de Battisti, alors que lui-même la contestait, disait j'ai roulé, j'ai dupé les gens. Heureusement, ça s'est terminé comme ça. Mais sinon, c'était un véritable scandale. Et il faut féliciter ceux qui, les premiers, ont osé dégonfler la baudruche. Gilles Perrault, un autre, Guillaume Perrault, je crois, oui. Guillaume Perrault, Figaro, Karl Lasquet, des gens comme ça.
Et puis tous ceux qui, comme simples citoyens comme moi, venaient dire qu'il y avait un scandale absolu. Le SM s'est souvent immiscé dans le débat politique, par exemple sur la question des migrants, qui ne relevait pas forcément de ses prérogatives, alors que lui-même était contre des immissions du pouvoir politique. Est-ce qu'il a une vision à deux vitesses de l'indépendance des pouvoirs? Absolument, totalement hémiplégique. Je vous ai dit tout à l'heure que le SM, le syndicat de la magistrature, est plus gravement aujourd'hui, parce qu'à l'époque où il a été créé, j'ai bien connu certains de ses fondateurs, ils étaient d'une extrême intelligence. Souvent, ils subvertissaient la nuit ce qu'ils veillaient à construire le jour sur le plan judiciaire, tandis que le syndicat d'aujourd'hui n'est plus guidé ni gouverné par de brillantes intelligences. Et ça ajoute évidemment à l'idéologie. Mais c'est évident qu'à partir du moment où on ne se sert de la justice pour d'autres fins que celles qu'on doit avoir, eh bien, on crée véritablement un trouble social et politique. On se sert d'elle alors qu'il faut modestement et le mieux possible la servir. Vous disiez que vous avez connu des fondateurs du SM qui subvertissaient la nuit, ce qu'ils bâtissaient le jour. Il y avait quelqu'un de remarquable, Dominique Charvet. Il était un magistrat infiniment sévère et efficace dans sa vie de juge d'instruction. Mais le soir, la nuit, quand il était dans son activité syndicale, il n'était pas loin de battre en brèche ce que l'intelligence pratique du magistrat avait mis en place durant la journée. En quelque sorte, il avait son éthique professionnelle le jour. Voilà, et voilà absolument le progressisme syndical durant la nuit. Mais comme il était intelligent, il n'y avait pas des effets aussi délétères, je pense, qu'aujourd'hui. Vous avez connu d'autres membres du syndicat de la magistrature? Hubert Dujardin. Donc encore une fois, Dominique Charvet, Lyon-Camp, des gens comme ça, vous voyez. Vous avez dit quoi, Dominique Jardin? Lyon-Camp. Ah oui, Dujardin, Hubert Dujardin. Oui, Hubert Jardin, dans quelle affaire il a déjà été impliqué? Mais lui, il avait fait entrer, si mes souvenirs sont bons, quelqu'un dans son cabinet où il y avait, vous verrez, on avait beaucoup parlé de lui à l'époque. D'accord, très bien. Ce syndicat, il va s'opposer aux peines planchées au nom de l'individualisation des peines, qui est un principe judiciaire. Mais à la fois, il va pas forcément respecter cette individualisation en appliquant en étant favorable à un sursis, le sursis automatique presque, le sursis, les aménagements de peine aussi ab initio. C'est cette espèce de fausse... c'est une contradiction interne, mais au service d'un agenda politique. Oui, et puis les peines planchées, il faut... Claire, j'ai dit tout à l'heure qu'elles avaient été très gravement amoindries par le Conseil constitutionnel. Évidemment, les magistrats se sont engouffrés dans la brèche, mais à partir du moment, c'est ce que je développais à l'époque, où on m'a démontré que les peines planchées étaient nécessaires pour la sauvegarde du citoyen et une meilleure efficacité de la justice, évidemment, ma propre conception de ma liberté, de mon indépendance, doit peu compter. En réalité, ce qui compte, c'est l'utilité sociale et la sauvegarde individuelle et le destin des victimes. Et en réalité, je n'ai pas du tout aimé cette réaction corporatiste de la part de la majorité des magistrats qui ont imaginé qu'on les amputait d'une part considérable de leur liberté, alors que tout simplement, ils auraient dû considérer qu'ils avaient tout motif de céder un peu de leur pouvoir dès lors qu'ils bénéficiaient à tous ceux qui souffraient de la délinquance et de la criminalité.
On a parlé, donc vous avez parlé du Conseil constitutionnel qui a censuré une partie de cette mesure. Il intervient régulièrement pour sanctionner des lois. Est-ce que son rôle est parfois antidémocratique ou excessif? Surtout quand on voit que ces nominations sont politiques. Alors, bon, on peut craindre que parfois il dépasse très. Je ne suis pas un spécialiste de tout cela, mais on peut craindre que parfois il dépasse le rôle qui lui est donné, et notamment avec cette heureuse QPC, c'est une bonne initiative. La tendance, évidemment, de sa part, c'est de s'ériger peut-être au-delà du rôle qui lui a été prêté initialement. Et on a le sentiment, notamment ces dernières années, qu'il élargit le socle à partir duquel il peut juger les lois qui lui sont déférées. Et ça pose un problème. Manifestement, il cherche à se donner un rôle qui fait que de plus en plus, on se pose des questions sur la validité et l'utilité de ces instances juridictionnelles. La gauche a beaucoup modifié le droit, a aboli la peine de mort, elle a changé la procédure pénale, il me semble. La droite, derrière, a eu quelques manqués, en quelque sorte. Elle a raté l'occasion de rétablir sa vision de la justice, de la sécurité, vous diriez. Elle est même allée jusqu'à Rachida Dati aux aménagements de peine. Oui, mais parce que la droite a peur de la gauche. C'est ça le problème. Et j'espère beaucoup dans une droite qui se redresse à l'heure actuelle, une droite républicaine. À partir du moment où l'union des droites ne se fera pas dans la configuration actuelle, parce que certains ne la souhaitent pas. Mais la droite, aujourd'hui, il y a des gens qui, s'ils sont aux commandes, comprennent que la droite doit se créer véritablement sur le plan judiciaire une identité qui s'invente elle-même, qui n'a besoin d'aucun aval de gauche, qui n'a pas besoin d'être légitimée par la gauche, on n'a pas besoin d'entendre les banalités, les poncifs de la gauche sur les prisons, sur la responsabilité de la société. Il y a de la place, je pense notamment à... Je fais de la politique à, évidemment, Bruno Retailleau et David Lisnard. À droite, c'est... Alors, Bellamy, François-Xavier Bellamy aussi. Donc, je pense que la droite ne parviendra véritablement à exister sur le plan judiciaire et à satisfaire le citoyen, qui devrait être en réalité, sur ce plan-là, l'alpha et l'oméga de notre action, que si elle parvient à élaborer un corpus très clair. Je reprends mon expression d'humanisme vigoureux, je ne vois aucune raison de laisser de rares bonnes idées à la gauche en matière judiciaire, et en revanche, je vois tout le profit que nous pourrions tirer de la part d'une droite intelligente et sensible, surtout débarrassée radicalement de toute mauvaise conscience par rapport à la gauche. Je dirais pas seulement en matière judiciaire, mais sur tous les plans, y compris celui qui, paraît-il, est la propriété de la gauche et de l'extrême gauche, j'allais dire le registre culturel. C'est inimaginable. Au fond, il faut que la magistrature recouvre sa fierté, malheureusement, ce n'est pas l'impression qu'elle donne, et que la droite recouvre sa fierté et comprenne qu'elle n'a pas à se cacher en permanence sous la table démocratique. On va passer au chapitre du mur des cons, si vous voulez bien. Comment vous apprenez que vous êtes placardé sur un mur au sein des locaux d'un syndicat de magistrats? Vous êtes où? D'abord, je suis scandalisé par le mur des cons. Vous voyez, je veux dire, je connaissais le journaliste Guillaume
celui qui a révélé, voilà, qui a révélé l'affaire. Et puis après, je vois qu'il y a des gens, des créateurs d'associations, des pères de victimes, alors qu'on nous parlait d'une blague de potache. J'y suis, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est un honneur pour moi d'y être. J'aurais trouvé absolument scandaleux de ne pas y être. Parce que, évidemment, compte tenu de la détestation que veut faire passer ce mur des cons, je comprends tout à fait que le syndicat, les quelques-uns malfaisants qui ont élaboré ce mur des cons, m'aient oublié parce que fondamentalement, j'étais évidemment l'un des adversaires, j'espère, les plus vigoureux et corrects de cette philosophie de gauche radicale qui gangrenait la justice et faisait que le citoyen n'avait plus du tout confiance en elle. Et j'ai vu à quel point, après qu'on nous a soutenu que c'était une bonne blague, n'est-ce pas ? Eh bien, à quel point ça avait profondément gangrené la société. Je l'ai vu sur mon blog, Justice au singulier, lorsque je cherchais à défendre la magistrature en disant qu'elle n'était pas tout entière gangrenée par le mur des cons. On me répondait, mais oui, mais il y a le mur des cons. Toute décision à partir du mur des cons, tout jugement, tout arrêt dans le domaine politique sont apparus comme gangrenés par l'idéologie. J'avais beau dire, j'avais beau faire, comme tant d'autres avec moi, le sentiment collectif était définitivement acquis. Le mur des cons a dévoyé profondément le regard du citoyen sur son institution. Elle est à lui, en réalité. Et il l'a prise en suspicion, j'ose dire presque pour toujours. Et le courant a remonté, le chemin à rattraper est tellement dur, tellement épuisant, qu'il exigerait, j'allais dire, de la part des magistrats, un effort bien plus considérable que celui qu'ils font pour rehausser leur image. Ouais. Le syndicat a fait énormément de mal à l'institution. Pour vous, elle a été... Alors, il y a deux choses. Le syndicat a fait énormément de mal et continue à en faire par esprit partisan et politisation idéologique. Et de l'autre côté, il y a au fond un discrédit qui vient de la part de masses plus équilibrées apparemment, mais qui font de la magistrature un vaste commerce d'épiciers. Vous voyez, certes, c'est stressant, c'est dur, il y a des dépressions, la charge de travail, mais est-ce qu'un jour on ne pourrait pas mettre tout ça sur un plateau et puis mettre surtout sur l'autre la grandeur et l'honneur d'être magistrat et de moins gémir, déplorer qu'affirmer à quel point nous sommes seulement soucieux d'offrir aux citoyens ce qu'il attend de nous. Efficacité, rapidité, équité, écoute, respect. Franchement, quand on pense à l'immensité de ce métier et qu'on voit la manière dont il est réduit à des considérations, certes pas dérisoires, je ne me moque de rien, mais tout de même très secondaires par rapport à la fierté démocratique d'exercer un tel métier, je me dis, mais on est tombé sur la tête. Oui, quel a été le sentiment de père de victimes comme Jean-Pierre Escarfaille ou Philippe Schmitt de se voir Une honte absolue, une honte pour ceux qui ont fait le mur des cons, une indignité totale à leur égard et une bassesse sans nom. Je vais vous faire un peu répéter, mais ce sera ma dernière question. Pour redonner la confiance des Français en l'institution judiciaire, est-ce qu'il y aurait 3 mesures
à prendre? Trois projets à lancer, 3 chantiers? D'abord, redevenir fier de ce grand métier. Et ensuite, je veux dire, dans le même mouvement, savoir que ça n'est pas de rien que naît la défiance. Il faut que les magistrats donnent aux citoyens la certitude qu'ils ont enfin compris ce qu'on attendait d'eux. Et au fond, il n'y aura pas de résurrection d'une grande justice si la magistrature n'y met pas d'abord considérablement du sien. Ensuite, un pouvoir politique et des élus de tous bords qui cessent de rendre des hommages formels à la magistrature, mais qui d'abord connaissent ses mécanismes, les règles, les principes, et soient capables d'édicter le moins de lois possible, mais qu'elles soient pertinentes. Et dernier élément, c'est peut-être compter sur ce que j'appellerais mon esprit réactionnaire, c'est-à-dire d'abord je n'ai pas la vertu d'indifférence, et ensuite je suis persuadé qu'on peut faire revenir dans notre présent, à force de courage politique, singulier ou collectif, tout ce qui faisait l'honneur de notre passé. Pas sur tous les plans, mais il y a des nostalgies qui sont légitimes, et je suis persuadé que si on remettait au goût du jour une vertu trop effacée, voire disparue, le courage, on peut faire énormément de choses. Notre société n'est pas perdue, pas plus que la France. Il n'y faut que des gens persuadés qu'on peut faire revenir le meilleur pour échapper au pire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Ça a été un grand bonheur.